Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Un peu plus tard, il va faire la connaissance d'un marchand de haute taille, jeune et sûr de lui, du nom d'Abdel Rassoul. C'est tout simplement le chef d'une grande famille qui a une grande influence dans la région. Là, le savant sent qu'il tient une piste sérieuse. Il rencontre Abdel Rassoul à plusieurs reprises et gagne peu à peu sa confiance. L'homme finit par lui proposer des objets provenant de sépultures de la 19e et de la 20e dynastie. Cette fois, notre savant en est sûr, il a enfin trouvé son voleur. Il le fait aussitôt arrêter, il télégraphie au Caire pour annoncer le succès de sa mission, sauf qu'il se rend compte que l'un des deux frères travaille pour le compte de Mustapha Aga Hayat, qui est vice-consul d'Angleterre, de Belgique et de Russie à Luxor. Et même si l'enquête révèle qu'il est le principal receleur des objets dérobés dans les tombes royales, il est protégé tout simplement par son immunité diplomatique. Maspero ne peut donc pas lui intenter de procès. Malgré tout, la police accentue la pression. Le 6 avril 81, Abdel Rassoul et ses proches comparaissent devant le moudir de Keneh, c'est-à-dire le haut magistrat de la région, si vous préférez. L'interrogatoire est mené par le gouverneur de Luxor, Daoud Pacha en personne. Ahmed Abdel Rassoul nie avec véhémence les faits qui lui sont reprochés. Et voilà que débarquent au commissariat tous les habitants du village d'Abdel Rassoul qui viennent jurer, devant Allah bien sûr, que l'accusé est un honnête homme et un bon père de famille. En plus, sa famille compte parmi les plus vieilles et les plus honorables de la région. Et devant tant de témoignages en faveur de l'accusé, Abdel Rassoul est relâché, bien sûr, faute de preuves. En plus, la fouille de son domicile ne donne absolument rien. Le jeune assistant de Maspero est consterné. Il s'affole, il implore les juges, il assure qu'il laisse partir un redoutable pilleur de tombes et que les membres de sa famille sont ses complices. Mais les policiers haussent les épaules et répondent qu'ils ne peuvent absolument rien faire puisque rien ne semble incriminer Abdel Rassoul. Alors il ne va pas se laisser décourager. Il va trouver le moudir qui le regarde d'un air étonné et qui lui répond qu'il ne peut rien faire. Pour l'instant. Il reproche au savant d'ailleurs son impatience et il lui demande d'attendre que les choses se fassent. L'assistant attend un jour, puis deux. Il envoie un nouveau télégramme au Caire pour mettre ses supérieurs au courant de la situation. Il est rongé par l'incertitude, il ne comprend pas la sérénité du moudir. Son calme et son insouciance le rendent malade, littéralement. D'ailleurs, la fièvre monte et le contraint à garder le lit. Effectivement, le contraste est saisissant entre l'affolement et l'inquiétude du savant et la sérénité du moudir. Tout simplement parce que le magistrat connaît, lui, le terrain, les marchands, et le trafic des antiquités n'a aucun secret pour lui. Il connaît les hommes dont il a la responsabilité. Ce qu'ignore le jeune assistant du service des antiquités, c'est que le moudir exerce sur tout ce petit monde une autorité tyrannique et qui n'hésite pas, lorsque le besoin s'en fait sentir, à avoir recours à des mesures, on va dire, violentes et radicales. Et il sait donc que tôt ou tard, la situation finira par se débloquer. Cependant, le doute est quand même semé dans la famille Abdel Rassoul. Le vice-consul, qui rafle les antiquités de la région thébaine, exerce un total contrôle sur eux. Ahmed a été emprisonné. Maspero est sur l'affaire. Que faire ? Mohamed a peur, il veut tout avouer à l'administration du musée, mais Ahmed est certain de ne courir aucun danger en poursuivant sa fructueuse exploitation. En plus, il réclame une plus grande part du butin pour le dédommager de ses 6 semaines de prison. Une violente querelle éclate alors entre les deux frères. Et vous voyez, l'étau est en train de se resserrer. Et un mois plus tard, le frère aîné d'Abdel Rassoul vient de lui-même faire des aveux complets et détaillés. Le moudir avertit aussitôt le savant, qui est toujours à Luxor. Le pilleur subit un nouvel interrogatoire, plus musclé on va dire. La révélation qu'il fait aux policiers est tellement stupéfiante qu'elle remonte jusqu'au Khedive, c'est-à-dire le vice-roi d'Égypte. Les policiers et le savant apprennent alors, estomaqués, que les braves habitants du village de Gourna où vit la famille Abdel Rassoul sont en réalité tous intégralement des pilleurs de tombes. Et ils ne sont pas nés de la dernière pluie. Figurez-vous que le pillage des nécropoles a commencé dès le XIIIe siècle avant notre ère. Cette activité
très lucrative, comme vous l'imaginez, s'est transmise de père en fils, donnant naissance à de véritables dynasties de pilleurs de tombes. Le village de Gournat est en effet bâti sur d'anciennes tombes. Les chapelles érigées en l'honneur des défunts ont été transformées en maisons. Des puits d'accès mènent aux chambres souterraines qui renferment des momies et des bijoux. Les villageois de Gournat sont ainsi devenus les fouilleurs clandestins les plus actifs de toute l'Égypte et j'allais dire du monde entier. Le voleur repenti révèle alors que ses frères et lui ont découvert 6 ans auparavant un extraordinaire tombeau dissimulé dans les rochers qui séparent la vallée des rois du ravin de Deir el-Bahari. Après s'être glissés non sans mal par l'ouverture, ils sont en effet tombés sur un vaste caveau rempli de momies. Ils ont alors compris qu'ils venaient de tomber sur une incroyable source de richesse qui assurait à eux et à leur famille une vie d'aisance et de plaisir. Mais pour garantir ce succès, il était nécessaire de bien garder le secret sur cette trouvaille. Les frères ont mis au courant les chefs du village, qui ont juré solennellement de ne pas chercher à s'approprier ce qui devient alors le compte en banque des Abdel Rassoul. La famille des voleurs peut alors venir y puiser dès que le besoin s'en fait sentir, et durant 6 ans, personne ne trahit ce secret, et la famille nage dans le bonheur et dans l'opulence. Le 6 juillet 1881, Abdel Rassoul retourne à l'endroit où il a découvert le tombeau. Mais cette fois-ci, il n'est pas accompagné de ses frères, mais d'une commission d'enquête désignée carrément par le Khedive. Le destin veut que celui qu'il guide ne soit ni le jeune assistant qui avait découvert les pilleurs, ni le professeur Maspero qui a été le premier à prendre l'initiative. Effectivement, le nouveau télégramme envoyé au Caire par le Moudir, donnant les résultats de l'enquête, ne trouve pas Maspero qui, lui, est parti en voyage. Et comme l'affaire est urgente, le service des antiquités envoie le conservateur adjoint du musée, Émile Brugsch. Et quand il arrive à Luxor, il trouve son jeune collègue, donc notre fameux détective amateur, au lit, accablé de la fièvre dont je vous ai parlé. C'est donc à lui de mener l'affaire à son terme.